Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Ça sert à quoi de lire ? Ça sert à quoi de lire ? Je pense que lire la littérature, c'est je crois Daniel Pénac qui a dit quelque chose de super intéressant là-dessus, qu'en fait ça permet non pas de changer le monde, mais de se changer soi. Et c'est ça qui va peut-être permettre un jour de changer le monde. Nous changer nous et aider les enfants à mieux appréhender leur monde, le monde. Pour ce nouvel épisode des Jeunes Pousses, je reçois Lorraine Lebrun, éditrice et fondatrice des éditions Michi à Bordeaux. Dans cet épisode, on parle de littérature, du Japon, du fonctionnement d'une maison d'édition, des albums qu'elle a publiés et du train à prendre. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Lorraine. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Avec des livres partout, évidemment. Oui. Et on va en parler. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Lorraine Lebrun, je suis éditrice et je suis la fondatrice des éditions Michi, une maison d'édition jeunesse pour les enfants à partir de 3-4 ans. Yes. Voilà. On va y revenir, évidemment. Justement, tu fais des éditions jeunesse pour les enfants. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, beaucoup de choses. Je voulais être joaillère. Oui. Ok. Et oui, donc je voulais faire des bijoux. Je commençais à dessiner des bagues, ce genre de choses. Finalement, c'est aussi le lien à l'art qui était en train d'apparaître. Bon, comme tous les enfants, je voulais aussi être paléontologue, forcément, une passion pour les dinosaures. Mais très rapidement, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais quand même un rapport très particulier aux livres parce que j'aimais les regarder, j'aimais même parfois essayer de comprendre comment ils étaient faits. Donc déjà, il y avait aussi cette analyse-là du livre qui était hyper forte. Ouais. Ouais. Tu te souviens des premiers livres qui t'ont marqué ? Ouais, bien sûr, bien entendu. C'est d'ailleurs une vidéo que j'ai faite sur le compte Instagram de Michi pour revenir sur des titres très forts de mon enfance. Et il y en a un qui vraiment m'a complètement bouleversée quand j'étais enfant, c'est-à-dire que vraiment je le trimballais partout. Il y a des enfants qui ont des doudous, moi j'avais ce livre-là avec moi. Et c'est le premier camping de Naho-chan. Alors justement, je le prononce de cette manière-là parce qu'en fait, sans le savoir, c'était un titre qui venait du Japon. Donc déjà, il y avait aussi exactement ce lien à ce qui va être créé bien des années plus tard. Et ce livre, il m'avait complètement marqué parce que c'était un livre qui parlait de la peur du noir. Voilà, ce premier camping de Naho-chan avec ses petits amis, ses petits copains, en fait, c'était aussi l'occasion de se retrouver dans le noir et d'avoir peur de certains bruits, ce genre de choses. En fait, moi, je ne le savais pas encore, mais ça parle de yokai, ce qu'on retrouve beaucoup dans la mythologie japonaise. Et ouais, vraiment, j'avais été bouleversée par ça en me disant, mais en fait, on peut imaginer aussi plein de choses et j'ai pas nécessairement peur à avoir peur de ce noir, quoi. Ouais. Et alors, à quel moment tu te dis, parce que donc collège, lycée, début des études, à quel moment tu te dis, j'ai envie de bosser là-dedans, quoi. Et c'est possible d'aller travailler là-dedans. Alors ça prend du temps aussi, parce que cette question de la vocation, c'est vrai qu'on nous demande ça très très jeune. Et moi, vraiment, ça m'était pas vraiment venu à l'esprit. Mes parents sont tous les deux instituteurs, ils sont devenus directeurs d'école. Et en réalité, c'était aussi le cas dans pas mal de gens de ma famille. Donc, j'avais du mal à cerner qu'on pouvait faire autre chose. C'était assez flou, ça. Et ça m'est venu, mais très, très tardivement, en terminale, où vraiment, je me souviens très bien de ma professeure principale qui me disait « Mais Lorraine, il y a un moment donné où il va falloir choisir. » Et moi, j'étais là, mais je sais pas, il y a des choses qui me passionnent, mais bon, choisir, c'est difficile d'imposer ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, t'es en train d'acheter parfois des albums jeunesse à ta mère pour qu'elle les lise à ses enfants en classe. Peut-être qu'il y a quelque chose effectivement à faire là-dedans, mais je m'y connaissais absolument pas. Et puisque j'avais été extrêmement bien conseillée en plus, on m'a dit, eh bien écoute, va en information communication. Donc j'ai fait ça, et bien entendu, on m'a jamais parlé de livres pendant mes 3 années de licence. Bref. Ok, donc tu as fait 3 ans de licence malgré tout. Ok. Ouais, parce que je voyais bien qu'il y avait un intérêt à faire ça. C'était une communication plus globale, puis en termes de culture générale, c'était aussi hyper intéressant.
Donc moi j'ai poursuivi là-dedans en me disant ça va bien me mener là où j'ai envie d'aller. Et effectivement c'est ça aussi tout l'intérêt de l'édition, c'est qu'on peut venir de absolument de n'importe où et devenir éditeur, comme on peut venir de n'importe où et devenir libraire d'ailleurs. Tant qu'on a cette fibre-là, cet intérêt pour les histoires, cet intérêt pour les livres, en fait on peut y aller quoi. Et alors pendant ces 3 ans, est-ce que quand même tu fais le lien ou j'imagine que tu continues de lire évidemment, mais je crois que dans tes premiers stages malgré tout tu vas vers ça. Qu'est-ce qui se passe et à la fin de ces 3 années-là, tu vois, parce que là aussi, il y a des personnes, il y a sûrement des étudiantes et des étudiants qui écoutent et de se dire parfois justement comme toi t'as fait, tu choisis des études qui in fine sont utiles malgré tout parce que ça faut savoir communiquer. Toujours utile. Il faut le savoir, c'est toujours utile. Faut savoir présenter ce qu'on fait aussi si on a envie de créer une boîte mais au-delà d'ailleurs. Mais donc toi t'es dans quelque chose peut-être un peu décalé par rapport à ce que tu aurais pu faire directement, aller en littérature ou que sais-je, ou je sais pas s'il y a des études pour apprendre les maisons d'édition. Oui, il y a des études et d'ailleurs j'ai pu faire ça mais après. Ok, d'accord. Ok. Et donc là pendant ces 3 années, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis Je pense que comme beaucoup d'étudiants et étudiantes qui sont en licence, donc qui sont même pas en plus dans un cursus où il a fallu payer très cher, où c'est un investissement financier autant qu'un investissement moral pour beaucoup. Quand je vois des amis qui ont fait Hippocagne-Cagne, voilà, j'ai bien compris que la prépa littéraire c'était encore autre chose, un autre investissement. Mais non, là je laissais aussi le temps se passer, filer, et puis surtout je travaillais quand même très bien, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et c'est drôle parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit « je suppose que tu lisais toujours ». Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en réalité je lisais très peu. Je lisais assez peu. Ça m'est venu un peu tardivement de lire par exemple de la littérature générale contemporaine, ce genre de choses. Je lisais énormément de mangas par contre. Voilà, ça c'est une fibre hyper forte chez moi, mais c'est aussi ce qui fait que j'ai cette sensibilité graphique. Donc encore une fois, on a l'impression qu'on fait quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce vers quoi ça va nous mener, mais en réalité, il y a toujours un lien. On arrive toujours à créer du sens dans tout un parcours. Mais donc, non, Infocom, ça a quand même été hyper important parce que c'était aussi l'occasion de parler de générations. Quand on communique pour différentes générations. Et là, c'est autant les seniors que la jeunesse. Donc, moi, j'essayais toujours de recréer aussi du lien avec ce vers quoi je voulais aller, mais en même temps, tout en me disant, mais je ne suis pas obligée d'aller vers le métier d'éditeur ou d'éditrice. J'ai le droit aussi d'être... de découvrir, ou même de découvrir un autre métier et de me dire, mais pourquoi pas, ouvrons des portes. Complètement. Et alors, donc tu dis au bout de ces 3 ans-là, donc tu fais ça, et après tu refais des études en littéraire, c'est ça, dans la foulée? Alors, pas littéraire. Pas littéraire, pas littéraire. En fait, il se trouve qu'à Bordeaux, il y a une formation qui est hyper importante dans le monde du livre. C'est, alors, je pense qu'aujourd'hui, le nom a changé, mais moi, au moment où j'y suis allée, c'est le DUT, le DUT métier du livre, où on regroupait ensemble les différentes filières du livre. Donc, il y a l'édition, mais il y a aussi les libraires, et il y a aussi les bibliothécaires. Et en fait, en France, il y en a plusieurs, des formations comme ça, mais il y en a vraiment qui sont plus reconnues que d'autres, et celle de Bordeaux en fait partie, parce que c'est aussi une ville littéraire. Donc, moi, je ne le savais pas, bien sûr. J'ai postulé en me disant « Allez, c'est parti, on va enfin aller dans cette voie ». Et c'est qu'après que j'ai entendu dire qu'elle était très connue. Mais donc, j'ai fait une année spéciale. Alors ça aussi, c'est intéressant pour les étudiants de savoir qu'il existe des formations qui ne nous mènent pas à 2-3 années de plus d'études. Là, c'est qu'on appelle donc une année spéciale. En un an, on va faire tout ce qui était prévu dans un programme de 2 années. Des 2 années de DUT. Trop chouette. Alors j'ai vu, après tu fais des stages ou des alternances, tu vas chez Mola, la machine à lire, tu vas dans différents... En librairie aussi. J'avais commencé à la FNAC d'ailleurs. T'avais commencé à la FNAC, trop bien. Alors c'est marrant, j'ai reçu Gilles Desangles, alors rien à voir avec le... Enfin mais si quand même, parce que son premier job c'était à la FNAC pour le coup. Voilà. Et après il est devenu directeur des Victoires de la musique et aujourd'hui il est hypnothérapeute, donc tu vois, un parcours aussi. En tout cas, tous les chemins commencent par la FNAC. Exactement. Peut-être pas tous, mais il y en a certains en tout cas qui commencent par là-bas. Et là, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu découvres et comment toi ça commence à te forger là. L'idée c'est d'avancer un peu, on va aller jusqu'aux éditions Dupuis, c'est ce que tu as pu faire après. Mais toutes ces expériences-là que tu fais parfois, enfin maximum jusqu'à 6 mois de ce que j'ai lu à peu près dans la plupart des expériences. C'est à peu près ça. L'idée c'est de quoi, d'aller choper un maximum d'expérience dans différents lieux, enfin voilà, comment ça se passe à ce moment-là? Alors déjà le plus simple pour rentrer dans ce milieu-là, je veux dire par l'expérience pure, c'est de passer par des salons. Alors moi j'avais hyper peur à l'époque quand j'avais lu ça, parce que je suis quelqu'un de plutôt timide, plutôt introverti, et je me disais mais je vais jamais être capable quoi, je dois parler avec des gens sur un salon, je les connais pas, c'est terrible. En fait c'est hyper agréable de faire ça parce que on transmet notre passion.
Hein. Donc ça file et c'est aussi l'occasion de créer ce qu'on appelle du réseau. Et dans l'édition, c'est extrêmement important de se créer un réseau, d'avoir des connaissances, de pouvoir revenir vers ces personnes quand on en a besoin. Et ces stages, de façon plus générale, parfois c'était plus court. Il y a des maisons d'édition, par exemple, qui font en sorte d'avoir des stages de moins de 2 mois pour ne pas payer la personne. Mais il y a aussi cette nécessité financière-là dans l'édition qu'il faut prendre en compte. Et sinon, jusqu'à 6 mois. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un parcours diversifié, justement pour me dire, derrière, s'il y a création de maison d'édition, je vais être capable de faire tous les postes. Je vais être suffisamment polyvalente, autant pour gérer l'édito que pour gérer la communication, la diffusion, la commercialisation, plein de trucs. Et ça, c'est, je pense, extrêmement intéressant, même quand je vois mon parcours en ayant travaillé en tant que libraire aussi, de pouvoir me dire, mais en fait, quelles sont les problématiques de chacun ? Et de ne pas avoir ce que j'ai pu voir chez certaines maisons d'édition, où les services sont tellement divisés que finalement, ils échangent plus vraiment entre eux et surtout, il y a une certaine concurrence entre eux. Et ils ont un petit peu de mal à appréhender les problématiques de l'autre et donc, ils sont un petit peu en train de se lancer la patate chaude, quoi. Et ça, je trouvais ça un petit peu dommage et je me disais, dans ma maison d'édition, j'espère que ça se passera pas ainsi. Bon, en l'occurrence, j'ai 2 associés, mais un petit peu seule, donc autant dire que si je lance la patate chaude, c'est moi qui la reçois. Mais vraiment, ça c'est hyper intéressant de pouvoir voir comment tout fonctionne et surtout voir à quel point il y a autant de maisons d'édition qu'il y a de façons de fonctionner. Complètement. Je parlais des éditions Dupuis, parce que tu as passé à peu près 3 ans là-bas, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en parler ? Et puis j'ai envie de comprendre à quel moment aussi tu as eu le déclic pour te dire, moi, alors j'ai fait plein de maisons d'édition, mais maintenant je vais monter la mienne. Oui, alors Dupuis... Parce que c'est une grosse maison d'édition. C'est une très grosse maison d'édition, tout à fait, qui fait partie d'un très gros groupe qui s'appelle Média Participation. Une maison d'édition qui, par ailleurs, se trouve à Paris. C'est bien de le signifier parce qu'en fait, c'est lié au fameux déclic. Et depuis, j'y suis restée pendant un bon moment à l'origine pour travailler sur une collection bien particulière qui était une collection problématique pour Dupuis parce qu'elle prenait énormément de temps. Ça s'appelle Mes souvenirs en BD. Et surtout, c'est très très atypique parce qu'on ne fait pas que de la bande dessinée avec cette collection. Il fallait aussi lier des photographies d'époque et surtout avoir une très bonne connaissance justement des références d'époque, puisque pour chaque année de naissance, on va avoir un livre. Mais quand je dis chaque année de naissance, je ne parle pas de 1993, mon année à moi, je parle aussi de 1957. Et là, c'est plus difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est né en 57. Est-ce qu'on a vraiment abordé toutes les bonnes références ? Voilà, c'était toute la problématique. Et donc j'ai passé 3 ans à travailler sur cette collection. Alors j'ai aussi travaillé parfois sur d'autres titres en parallèle parce que j'étais assistante éditoriale. Ensuite je suis devenue éditrice, puis j'ai géré cette collection. Donc il y avait une notion de direction de collection, quoi. Et c'était énormément de travail. Énormément de travail, donc très valorisant parce que on touchait à tout, quoi. On prenait beaucoup de décisions, mais d'un autre côté, c'était très très chronophage. Et du coup, il y a un moment donné où moi je suis partie au Japon. C'était un voyage incroyable, un voyage fabuleux, moi qui commençais à apprendre le japonais à ce moment-là. Et puis des paysages qui sont tellement enivrants que tu te dis, et si on imaginait autre chose à cette vie que j'ai aujourd'hui à Paris. Et puis un jour, je suis rentrée dans une librairie à Kanazawa, qui était une très très belle petite librairie. Et là, je trouve un livre. Et je le trouve magnifique. Et je me dis, mais j'ai tellement envie de le publier et d'être la personne qui va pouvoir le présenter à un lectorat français. Ce livre, il s'appelle Michi. Donc c'est devenu le nom de la maison d'édition. Et Michi, ça veut dire chemin. Voilà. Et tout est lié, encore une fois, tout est lié. Je me suis dit, mais cette idée de cheminement, moi, c'est ça qui m'intéresse en littérature jeunesse, en fait. Et c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre. Donc en le voyant, ce livre-là, je me suis dit, il faut créer quelque chose. Et en plus, c'est pas chez Dupuis que ça pourra se faire parce que ça correspond pas du tout à leur ligne éditoriale. C'est pas du tout de la bande dessinée, bien entendu. Donc pour ça, il va falloir créer un lieu. Créer un lieu. Créer un lieu, créer une maison d'édition. Ah oui, c'est ça. Parce que, un lieu de création. Un lieu de création, très bien. Et donc, tu vas créer Michi, on va y venir évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le fonctionnement d'une maison d'édition pour comprendre ? Parce que nous, quand on va en librairie, on voit des livres, on voit souvent des livres avec les mêmes types de couvertures. En tout cas, on repère les mêmes maisons d'édition, même signature, on va dire. Comment fonctionne une maison d'édition ? Et à quoi ça sert concrètement ? Et à quoi ça sert ? Alors, en gros, une maison d'édition, c'est la personne qui va prendre un risque financier pour publier un livre. Quand on met les doigts dedans, on se rend bien compte que faire un livre, ça coûte très cher.
parce qu'il y a énormément d'intervenants. Il y a bien sûr des auteurs, il y a bien sûr au bout les libraires qui vont vendre ces livres-là, il y a bien sûr l'imprimeur qui va imprimer le livre, mais de façon globale, il y a vraiment beaucoup de gens, des gens qui vont relire le livre pour vérifier s'il y a des fautes, si même d'un point de vue grammatical ou au niveau de la syntaxe, tout est bien français déjà, parce que c'est pas toujours le cas, enfin, forcément ça nécessite du travail. Et puis il y a aussi les graphistes, il y a aussi des personnes qui vont gérer les droits d'auteur, des personnes qui vont gérer les contrats. Donc c'est vraiment une entreprise qui demande beaucoup de compétences et très différentes, compétences commerciales aussi. Et il faut faire bien entendu ce qu'on appelle des CEP, l'enfer du CEP, donc le compte d'exploitation prévisionnel. C'est ce tableau Excel qui va nous dire si on peut faire un livre ou si là on se met en difficulté. Et après chacun prend la décision, parce que parfois on peut se dire je vais quand même le faire ce livre, même si là comme ça on va atteindre ce qu'on appelle le point mort, le seuil de rentabilité, le moment où on va commencer à toucher des bénéfices sur un livre, même s'il est très très loin, c'est par exemple 1500 exemplaires ou parfois plus. On va quand même décider de le faire parce que c'est important pour une collection, c'est important pour une maison d'édition d'avoir cette notion de qualité-là, voilà, ça a du sens encore une fois dans un catalogue. Mais donc le fonctionnement d'une maison d'édition, c'est ça. C'est de faire en sorte que les auteurs, les autrices aient la possibilité de pouvoir créer, de pouvoir être diffusé aussi, parce que ça a son importance. Quand on choisit l'auto-édition, parfois la diffusion elle est forcément réduite parce qu'on n'a pas ces canaux de vente que nous on peut avoir en tant que maison d'édition. Alors on les a pas nous-mêmes parce que très souvent on ne fait pas ce qu'on appelle de l'autodiffusion, autodistribution. Nous par exemple, immédiatement quand j'ai créé Michi, je suis allée chercher un diffuseur-distributeur parce que je savais combien c'était chronophage d'être en contact avec tous les points de vente en fait, de toujours essayer de les contacter, de convaincre pour chaque titre, et c'est hyper long. C'est hyper long, donc c'est super qu'il y ait des structures qui existent pour ça et qui gèrent aussi la logistique. Et oui, parce que là tu vois, tu es chez moi, tu vois, il y a des livres, encore il n'y en a pas tant que ça autour de moi, ça va. Il y a quelques cartons, mais ils sont ailleurs. Il n'y a pas grand-chose, ils sont ailleurs parce que j'ai plusieurs centaines d'exemplaires chez moi, au moins justement pour les salons, pour les envois presse, des choses comme ça. Mais c'est plusieurs centaines d'exemplaires, mais bien au-delà, qui sont chez mon distributeur. Bien sûr. Et et ça prend de la place. Et alors les éditions Michi, justement, tu crées ça avec quelle idée, enfin en tout cas l'idée de publier, c'est le terme. Quel type d'ouvrage, on va dire ça comme ça. Alors l'idée c'est de publier des albums jeunesse, parce que j'avais toujours en moi ce côté, cette importance de l'art, cette importance de l'art, autant qu'il soit textuel, qu'il soit graphique. Et pour moi, l'album jeunesse, c'est vraiment le concentré, l'essence de cette rencontre entre texte et image, de cette relation entre les deux. La BD, bien sûr, existe, mais je trouvais qu'en jeunesse, il y avait une certaine poésie, une façon de dire les choses qui me touchait encore plus. Et qui touche tout le monde, en fait. On appelle ça de l'album jeunesse, et bien sûr qu'on va le lire à des enfants, et bien sûr que ça va permettre aux enfants de se construire. Mais en fait, très souvent, on se rend compte que le parent qui est en train de le lire, il cogite lui aussi. Il cogite et il se dit oulala, là, ça fait écho à mon parcours, ça fait écho à mes peurs, ça fait écho à mes espoirs. Et en fait, il y a tout ça. Il y a ce côté hyper lumineux, je trouve aussi, en littérature jeunesse, où en fait, tu as envie de prendre la main de quelqu'un, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'un petit peu plus grand, et lui dire allez, viens, tu vas passer un moment d'émerveillement ou un moment de réflexion, mais en tout cas, tu vas passer un bon moment, quoi. Voilà. Et donc, pardon, vas-y. Oui. Non. Et donc avec cette idée, pour le coup, de effectivement toucher les jeunes, mais aussi les adultes, c'est ça qui est intéressant derrière. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête. Alors bien sûr, nous, on veut vraiment faire des histoires pour les enfants. Il y a des maisons d'édition qui sont, on va dire, un petit peu plus engagées dans des albums jeunesse pour les adultes. Nous, c'est moins le cas. Je pense que c'est clair. Clairement défini, on voulait faire des albums pour des enfants à partir de 3-4 ans et parfois pour plus âgés à partir de 6 ans. Mais vraiment, on voulait que cette notion d'essayer de se trouver par différents cheminements, encore une fois, on revient à Michi, chemin, on voulait vraiment aider les enfants à essayer de se chercher et se trouver par ces ouvrages-là. Et en même temps, leur faire passer un bon moment, quoi. Mais cette notion de construction de soi, vraiment, et de se dire, on peut faire des erreurs, en fait. On peut faire des erreurs, on peut retourner en arrière, on peut changer de chemin. C'est hyper important, et encore plus aujourd'hui, je pense, où tout le contexte géopolitique fait que on se demande si on peut faire des erreurs et si on peut aller aussi vers des choses qui sont plus lumineuses. Clairement.
Justement, alors ils sont face à nous là. Enfin, je les ai, donc on va. Alors, les 5 albums les sont 5 devant albums nous. sont devant nous. Tu as commencé avec Un hiver chez Bleuet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que donc il y a différentes façons d'éditer, parce que tu en as que tu fais en interne, hein, pardon, le terme n'est pas très joli. Et il y en a où ça existe déjà, et donc tu achètes les droits pour les publier en France. C'est ça. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Ouais. Alors, Un hiver chez Bleuet, c'est effectivement ce qu'on appelle de la création. Ça prend pas mal de temps parce que là vraiment on crée absolument tout. On va discuter avec un auteur qui parfois est aussi artiste et puis on va mettre en place toute l'histoire. Moi par exemple avec l'autrice qui s'appelle Hee-gyum Kim, qui est coréenne, qui vit aux États-Unis, on parlait en anglais et ce qui est très drôle c'est qu'elle a écrit son histoire en coréen, puis elle l'a traduit en anglais, puis nous on l'a traduit en français, puis on a retravaillé en français parce qu'on savait que ça allait être publié ainsi. Et on lui a transmis les modifications en anglais pour voir si ça lui correspondait. Enfin, bon, c'est tout un truc. Ça t'a commencé costaud. C'est ça, j'ai commencé. C'était particulier, mais par contre, c'était hyper intéressant parce que, en plus, c'est une autrice qui, on le sait pas forcément, c'est une artiste qui est vraiment très connue sur les réseaux sociaux. Elle a plus de 100 000 personnes qui suivent son travail. Et c'est vrai que c'est un titre particulier parce qu'en fait, Bleuet, qui s'appelle Blue en anglais, quand elle l'a créé, il existait déjà. Okay. Elle faisait déjà des illustrations de cet ours qu'on retrouvait chez lui. Et quand je l'ai contactée à ce sujet, elle m'a dit mais c'est super, moi j'ai hyper envie de faire un livre, mais je sais pas du tout, je sais pas quoi faire moi. Je ne sais pas créer une histoire autour de cet ours. Et moi je lui ai dit mais en fait il y a quand même quelque chose qui ressort très très fortement dans tes illustrations, c'est que cet ours il est tout le temps chez lui. Donc quid du dehors Est-ce qu'il n'en aurait pas un petit peu peur de cet extérieur Et oui, bien sûr. Et donc, c'était l'occasion, dans ce livre-là, justement de transmettre véritablement tous les messages qu'on avait envie de véhiculer. Parce qu'encore une fois, on était dans l'après-Covid, après-confinement. Et c'est une histoire qui est hyper douce. Vraiment, tout est très doux. On a quelque chose de très cotonneux, de très chaleureux, très réconfortant. Et en même temps, ce qu'on explique, c'est cet ours... il aime tellement être chez lui qu'il a peur d'en sortir. Et puis quand il en sort, il se rend compte que l'inconnu, c'est pas aussi effrayant qu'il l'aurait cru. Et il prend plaisir à voir des gens, même si à chaque fois il en a peur, mais comme nous, comme quand on était enfant et qu'on devait aller chercher le pain tout seul, ou que même à l'âge adulte, parfois on croise quelqu'un dans la rue, c'est notre collègue ou voilà une connaissance, puis bon, on regarde le sol, quoi, parce qu'on n'a pas trop envie, on se sent un peu timide. C'est exactement pareil avec Bleuet. Et voilà, c'est l'occasion de se dire qu'il y a un printemps au bout et qu'il peut aussi choisir de passer du temps avec ses amis à l'extérieur. Trop chouette. C'est ça qui est génial dans les 5 que tu m'as présentés, puis on va en parler évidemment, mais c'est qu'à chaque fois il y a un message derrière évidemment à faire passer. La souris qui devint roi, c'est le deuxième. Là aussi, est-ce que tu peux nous en parler et quel message c'est ça qui est chouette, et puis c'est utiliser en fait l'édition, la maison d'édition comme tu l'as créée, et les livres jeunesse pour faire passer des messages. Évidemment, c'est pas entre guillemets juste raconter des histoires, qu'elles soient belles ou pas, mais c'est faire passer des messages. Alors parfois on peut faire quelque chose, on va dire, de plus gratuit, et c'est très sympa, mais c'est vrai que jusqu'à présent on a toujours eu envie de mettre en avant des messages, et pour La souris qui devint roi, c'est particulier parce que c'est en plus un dessin qui semble un petit peu patrimonial, alors qu'en plus l'autrice qui est canadienne, l'artiste, elle est hyper jeune. Donc c'est très drôle de voir que son dessin a ce côté plus classique, mais que moi je trouve fabuleux. Enfin, ça fait partie de la littérature jeunesse, ça fait partie de l'histoire de la littérature jeunesse. Et s'il n'y a pas des éditeurs pour prendre ce risque-là et les mettre en avant, en fait, il n'y en aura plus. Ces dessins-là, ils n'existeront plus et ils ne feront plus partie des références graphiques des enfants. Et ça, c'est trop dommage. Mais pour ça, on a besoin d'aide, clairement. On a besoin d'aide. Mais donc, pour revenir à l'histoire de La souris qui devint roi, c'est donc l'histoire de cette souris qui tombe sur une couronne. Et quand elle la pose sur sa tête, eh bien, on lui dit « Mais si tu as une couronne, c'est que tu es un roi. » Et elle dit « oui. Et si c'est comme ça, eh bien, divertissez-moi. » Donc tout le monde se met à créer une pièce de théâtre, lui apporter à manger, voilà, ce genre de choses. Mais justement, toute l'idée ici, c'est de parler du pouvoir, de cette légitimité. Est-ce que c'est suffisant de porter une couronne pour être un roi ? Bon, on peut la faire beaucoup de parallèles dans le monde entier sur les personnes qui sont au pouvoir, et de se dire, est-ce que c'était suffisant, effectivement, de porter une couronne d'une façon ou d'une autre. Et là, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à un moment donné, les autres animaux vont aussi trouver une couronne. Alors comment on fait ? Comment on fait, et surtout comment on fait quand cet ami-là, lui, il n'en a pas ?
Est-ce que l'ego va primer? Est-ce que l'empathie va primer? Et bien sûr, c'est quand même un album qui parle d'amitié. J'imagine. Et ouais, clairement. Quand même. Voilà. Donc, c'est hyper important parce que c'est que des thématiques qui ont un écho autant pour les enfants que les adultes. Les enfants avec les rapports de force, les systèmes de domination dans les cours d'école et même au sein d'une fratrie. Mais aussi pour les adultes, de se dire, qu'est-ce que je privilégie moi aussi? Ouais, complètement. Comment tu choisis? Comment je l'ai choisi? Alors, je vais souvent sur Instagram et je regarde ce qui se fait. Et c'est très drôle parce que là, pour le coup, Igume Kim, donc moi, je l'ai découverte avec ce bleuet sur Instagram. Mais c'est aussi le cas de Dena Seferling, qui est donc l'illustratrice de La souris qui devint roi, et de L'ours qui voulait chanter, qui est l'une de nos nouveautés, qui est la suite, plus ou moins, de La souris qui devint roi. Et là, pareil, je l'ai trouvée sur Instagram, je suis tombée sur son compte. Je suis tombée sur King Mouse et sur Bear Wants to Sing, bien sûr en anglais. Et je me suis dit, waouh, c'est magnifique, j'ai tellement envie. Mais là, c'est aussi un parcours différent. On n'est pas sur de la création. Je vais contacter l'auteur, l'autrice en disant, est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble? On signe un contrat et voilou. Non, là, c'est différent parce que déjà, il faut trouver qui est l'éditeur. Parfois, on tombe sur une édition et en fait, c'est pas du tout l'édition d'origine. C'est par exemple le cas d'À la faveur de l'été, qui est un texte japonais, mais moi j'ai découvert la version italienne, donc il fallait déjà trouver qui était l'éditeur. Exactement, qui était l'éditeur d'origine. Et ensuite, il y a des agents. Il y a des agents littéraires qui rentrent en jeu. Alors nous, c'est pas forcément un truc qui est très présent en France, pas énormément, mais à l'étranger, par contre, c'est essentiel. Par exemple, aux États-Unis, c'est quasiment impossible de travailler avec quelqu'un sans passer par une agence. Voilà. Et donc là, c'est le cas pour La souris qui devint roi, puisqu'on avait cet agent au Canada. Et donc là, c'est une affaire de négociation. Est-ce qu'on va être la maison d'édition, la bonne maison d'édition pour un titre? Est-ce qu'on va proposer suffisamment d'avaloir? Alors ça, pareil, c'est tout un truc parce que nous, on est une maison d'édition indépendante. On n'est pas à Paris, on est à Bordeaux, alors que la grande majorité de l'édition se concentre à Paris. Financièrement, c'est très compliqué. Moi, j'ai un emploi à côté. Mes associés, c'est pareil. Ils ont tous aussi on est 3 en tout. Quand je dis tous, c'est pas énorme. Oui, mais une équipe quand même. Voilà, une petite équipe. On a en tout cas un emploi à côté. Et c'est vrai qu'on est obligé de passer une fois par an par un crowdfunding aussi. Parce que ces achats de droits, et même de façon générale les avaloirs et puis l'impression, c'est à chaque fois 7, 8, 10 000 euros. Quand même. C'est non négligeable. C'est non négligeable. Et puis pour à noter quand même, contrairement à d'autres secteurs, l'édition et plus globalement la culture, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des prêts. Parce que c'est difficile pour une banque d'avoir confiance en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment valoriser avec un stock de livres. Eux, ils ont plutôt besoin d'un tracteur et de se dire qu'ils peuvent capitaliser aussi dessus, ce qui n'est pas le cas donc en culture. Donc les prêts, on n'y a pas forcément accès. Donc par exemple, on n'en a pas. Il n'y a aucune subvention qui existe à la création d'une maison d'édition. Contrairement à la création d'une librairie, par exemple, ça n'existe pas pour l'édition. Et derrière, il faut réussir à tenir jusqu'au moment où on va avoir la possibilité de faire une demande de subvention. Mais c'est vraiment grâce à ça qu'on tient parce que c'est des frais qui sont hyper importants et il nous faut un soutien certain en librairie pour que les gens achètent nos exemplaires. Évidemment. Pour tenir. Sachant que je crois que la librairie, puisque j'avais reçu Hélène Delignerie de La Machine à lire sur le podcast, épisode 50, ça date déjà un petit peu, et c'est le commerçant qui fait le moins de marge. Tous les commerçants, absolument. Donc, et ça, c'est aussi un truc que les gens ont du mal à cerner quand on regarde ce qu'on appelle le camembert du prix d'un livre. On voit que 36% est alloué à la librairie en moyenne. Et beaucoup de gens se disent c'est eux qui prennent le plus, en tout cas qui s'en sortent le mieux. Mais pas du tout. Pas du tout. En réalité, ce que touche véritablement un libraire, c'est en gros 2% sur le prix d'un livre. C'est rien du tout. Et nous, c'est pareil. Alors encore une fois, ça dépend des maisons d'édition, ça dépend du tirage qui a été fait, qui nous permet de faire des économies d'échelle. Tout le monde connaît ça. Évidemment. Voilà, ça nous permet de réduire le prix du livre à l'unité. Mais nous, quand on est une petite maison d'édition, on peut pas. Nos tirages, ils sont de fait hyper réduits. Et donc, le prix à l'unité est plus élevé. Tout ça. Donc, notre pourcentage qui est alloué à la fabrication est aussi plus élevé. Évidemment. Et on travaille avec un diffuseur-distributeur qui lui aussi prend une certaine part du pourcentage. Et finalement, le fait d'avoir tous ces intervenants fait qu'au bout du bout, en tant que maison d'édition indépendante, on touche vraiment pas grand-chose. Justement, c'est pas dur comme milieu?
Alors, tu vois, parce que pour le coup, t'entreprends. Oui. Pour le coup, voilà, vous êtes toutes les trois aussi. Enfin, je dis toutes, mais je sais pas si. Alors Simon est un Ouais, d'accord, garçon, pardon. ouais. Excuse-moi, j'avais pas en tête les prénoms. Mm. Mais donc à trois pour lancer ça, mais c'est toi qui portes vraiment le projet. Donc c'est clairement de l'entrepreneuriat. C'est pas évident. Enfin, ça fait un an que vous êtes lancé. Comment tu vis le truc et comment t'imagines demain aussi? C'est pas évident, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est aussi un apport personnel qu'on a mis à 3. Mais d'un autre côté, voilà, notre premier titre, il marche vraiment plutôt bien. Donc, voilà, bon an, mal an, finalement, c'est aussi le monde de l'édition que de réussir à avoir un titre qui arrive à porter les autres. Après, c'est clair qu'on aimerait que les autres réussissent à vivre indépendamment. Par eux-mêmes, qu'ils volent de leurs propres ailes. Qu'ils volent de leurs propres ailes aussi, qu'ils s'émancipent. Mais par contre, ça reste un bonheur de créer. Et aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'argent pour avancer. Mais c'est clair que quand on se lance dans une maison d'édition, tu l'as dit très bien, ça reste une entreprise. De la même façon qu'une librairie reste une entreprise. La passion, elle est là, mais elle ne peut pas être suffisante. Et ça nécessite beaucoup de gestion financière, mais aussi de gestion de soi. Tu le vois, moi je travaille chez moi. Il y a de ça aussi. Il y a aussi lié perso et pro. Et ça touche beaucoup de secteurs, mais en édition, forcément, ça nous touche d'autant plus quand c'est une maison indé. Il faut aussi gérer ça. Faut aussi gérer jusqu'où on va. Où on pose des limites personnelles dans tout ça. Mais financièrement, non, pour la suite, pour le moment, on s'en sort. Et encore une fois, heureusement qu'il y a les crowdfunding. Les financements participatifs aujourd'hui, c'est hyper important. Alors, non pas pour prendre la place de la librairie, c'est pas du tout le cas, mais pour compléter. Pour compléter, apporter de la visibilité, passer par cette communication-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce milieu il est difficile, il est aussi difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle une surproduction. Qui est encore plus visible en album jeunesse d'ailleurs, mais c'est le cas aussi en BD. Les libraires BD, ils ont vachement de mal à suivre les nouveautés parce qu'il y en a tellement que c'est une avalanche, quoi. Et en album jeunesse, c'est le cas aussi. Alors nous, on fait hyper gaffe parce qu'on fait 5 titres à l'année. Autant dire qu'on participe pas à la surproduction, ça va. On fait très très attention à ça justement et on veut défendre nos titres à chaque fois. Mais il y a une forte concurrence, clairement. Et aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir cette visibilité-là. C'est de réussir à faire en sorte que le livre va rencontrer son lectorat. Et comment faire ? On est obligé de passer par des prescripteurs, donc les libraires, les bibliothécaires, tout ça. Et pas uniquement. Il y a vraiment énormément de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Et il y a vraiment une mobilisation qui est hyper touchante, quoi. Vraiment, c'est très très émouvant pour nous de voir que ces personnes-là, des influenceuses plutôt, il y a aussi certains influenceurs sur Instagram qui vont vraiment partager les actualités et dire mais aidez-les, s'il vous plaît, aidez-les parce que c'est un catalogue de qualité, c'est important que ça existe. Et ça, mais pour nous, ça vaut tout, quoi. C'est chouette. Ça vaut toutes les soirées où on a bossé beaucoup trop tard. Ça vaut les salons du livre qui durent très longtemps et où on fait 9h, 21h. Derrière, on se dit, il y a ça. Il y a cette reconnaissance-là et il y a cette envie de créer du lien avec des enfants aussi. Ça sert à quoi de lire ? Ça sert à quoi de lire ? Je pense que lire la littérature, c'est je crois Daniel Pénac qui a dit quelque chose de super intéressant là-dessus, qu'en fait ça permet non pas de changer le monde mais de se changer soi. Et c'est ça qui va peut-être permettre un jour de changer le monde. Mais surtout ça nous change nous parce que quand on lit on se dit je découvre quelque chose que je n'avais pas imaginé jusque-là. Cette porte je l'avais pas ouverte parce que en fait, elle n'existait pas jusqu'à présent. J'avais pas abordé les choses de cette manière-là, j'avais pas eu ce regard sur cette thématique, sur ce sujet. Je m'étais pas dit qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait créer une image sur cette notion. Et maintenant, je la comprends mieux. Et ce deuil, par exemple, je le perçois mieux aussi. Et j'arrive peut-être à passer outre parce que j'ai lu là-dessus, parce que j'ai partagé des émotions, parce que j'ai partagé des réflexions qui me permettent de me dire que je suis plus tout seul, par exemple. Ou que cette peur que j'avais du noir, en fait, elle est nuancée parce qu'il y a aussi beaucoup de jolies choses dans le noir. Voilà, c'est ça que crée, je pense, la lecture. C'est de passer un bon moment, clairement. On n'est pas obligé d'aller sur des choses qui sont extrêmement profondes. On peut aussi choisir d'avoir des lectures qui sont... qui nous chahutent. On peut choisir ce genre de lecture-là et ça fait du bien également. Mais surtout, ça nous crée quelque chose en nous. Ça nous crée des chemins en nous.
Quel conseil t'aurais donné aux personnes, on arrive tranquillement à la fin de cet échange, même s'il y a encore plein de choses à dire, mais quel conseil t'aurais donné aux personnes qui ont une envie, une idée en tête de se lancer, quel que soit le projet, mais qui n'osent pas encore? Ah, eh bien moi je pense qu'il faut essayer. Quoi qu'il en soit, il faut essayer parce que sinon on va se retourner, on va se dire mais quel regret de ne pas avoir au moins testé. Alors bon, oui, il y a des contextes plus ou moins favorables, on le sait très bien. Nous, le Covid, ça a énormément impacté le monde du livre parce que les coûts de fabrication, le prix du papier, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, tout ça a augmenté. Donc, est-ce que c'était le meilleur moment ? De toute façon, il fallait essayer pour le savoir. Mais souvent, j'ai tendance à utiliser une image qui est celle de la gare. En se disant, mais en fait, si on monte jamais dans le train, on peut jamais savoir jusqu'où il nous mènera. Et peut-être bien qu'il nous mènera très loin, ce train-là. Et peut-être qu'il s'arrêtera plus tôt, mais c'est pas grave, on aura fait un bout de chemin ensemble. Et puis, il n'y a que sur la banquette qu'on va pouvoir se poser des questions, de vraies questions, de comment avancer, de est-ce que j'ai envie d'y rester, voilà, tous ces trucs-là, mais il n'y a qu'en étant dedans qu'on peut se les poser. Donc, moi, pour toutes les personnes qui auraient envie d'aller vers ça, allez-y, surtout si c'est un choix pour vous, si vous avez la possibilité de faire ce choix, autant que possible, allez-y. Après, bien sûr, il faut aussi avoir les pieds sur terre et puis se dire, bon, est-ce que j'ai les finances pour ? Est-ce que j'ai la capacité moi-même de gérer tout ça, même émotionnellement ? Est-ce que j'ai une bonne équipe sinon pour me compléter ? Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, il ne faut pas non plus minimiser ce que ça implique. Ce que ça implique de soi. Mais par contre, si c'est une envie qu'on a et si en plus on sent bien que dans la vie qu'on avait jusque-là, elle ne nous épanouit pas totalement, fonçons et puis ensuite on verra bien. Prenons un nouveau train. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien ? Ce qui m'anime au quotidien, c'est très exactement ce qui se passe en salon du livre. Parce que là, on voit les gens directement, c'est pas uniquement à travers un ordinateur ou à travers un téléphone. C'est aussi des gens qui sont là en face de nous. Et c'est des enfants qui parfois passent et qui vont voir tout un salon. Et ils ont commencé par nous, très bien, ils ont noté. Puis ensuite, ils reviennent, ils ont dit c'était lui. En touchant le livre. Et franchement, ça, mais vraiment, je pourrais pas mettre de mots là-dessus. De savoir qu'en plus, et ça parfois je le sais, mais plus tard, il y a un enfant qui a ce livre à côté de lui, sur sa table de chevet. Moi, je me dis, mais en fait, sans nous, ce livre-là, il n'aurait jamais pu exister. Soit parce qu'on l'a créé, soit parce qu'on l'a fait découvrir au lectorat français. Et c'est ça qui nous anime en fait, à chaque fois, et même quand il y a des coups durs, et même quand on a peur, parce qu'on a peur, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas l'oublier, on a hyper peur tout le temps, de prendre des risques, de prendre les mauvaises décisions et tout. Mais quand on voit ça, on se dit putain, on a tellement bien fait quoi, on a tellement bien fait de créer ces émotions-là, et en plus chez des enfants qui sont en train de se construire, et qui en ont besoin. C'est clair. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et bon prochain salon. Oui, merci. Qui arrive très bientôt. Oui, donc, semaine prochaine. Exactement. Donc j'invite les personnes à te suivre sur les réseaux, tu disais notamment sur Instagram. Ouais, tout à fait. Sur Instagram, Michi, donc M-I-C-H-I, tiré du bas, édition au pluriel, E-D-I-T-I-O-N-S. Très bien, comme ça on peut suivre tous les salons que vous faites et vous retrouver et aller voir en vrai si on a envie. Oui, carrément. Avec grand plaisir pour nous. À chaque fois, c'est vraiment un plaisir évident de rencontrer enfin les personnes avec qui on échange généralement par téléphone. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Lorraine sur le Pompon et d'avoir mis en avant le métier d'éditeur. Une belle maison d'édition qui, au travers de ses ouvrages, transmet de beaux messages aux plus petits et parfois aux plus grands. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant. Dans la journée, cela aide grandement le Pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, laissez-vous transporter par la lecture et prenez soin de vous. À très vite.